Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Inondation à Douala, l'autorité administrative revoit son bilan. Il n'y aurait pas eu de mort comme initialement annoncé lors de la réunion de crise qui avait donc précédé ces inondations dans la ville de Douala, puisque les 3 enfants annoncés pour mort ont été retrouvés. Le seul danger qui guette les populations victimes de ces inondations, d'après les biologistes, est les risques de maladies diarrhéiques et même biologiques. Nous suivrons tous ces détails dans ce journal. Et puis, le plan directeur d'urbanisme annoncé pour la ville de Douala à l'horizon 2025 sera-t-il réalisable? Quels sont les plans d'occupation des sols fiables pour la ville de Douala? Vous l'avez compris, il sera question d'aménagement urbain dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité. La visite annoncée de François Hollande au Cameroun suscite beaucoup d'interrogations, entre autres. Que vient chercher le président français au Cameroun? Quels seront les sujets sur la table des discussions lors du tête-à-tête avec son homologue camerounais Paul Biya? Je vous propose dans ce journal la lecture d'un expert en relations internationales. Et puis à l'étranger, journée tendue au Burundi. C'est le 29 juin, les élections législatives et municipales prévues ce lundi ont été boycottées par l'opposition qui réclame le départ du président Pierre Nkurunziza qui a un troisième mandat à la tête de ce pays. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Il n'y a donc pas eu de mort comme initialement annoncé lors de la réunion de crise qui avait donc précédé les inondations ayant donc englouti plusieurs quartiers de la capitale économique. Cette annonce est du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, un volte-face motivé en grande partie par les recoupements approfondis et surtout du fait que les 3 enfants annoncés pour mort avaient été retrouvés. Plus de précisions avec Eric Martial Ndjomo. Voici ce que déclarait Joseph Betty Assomo le 21 juin lors de la réunion de crise tenue dans ses services. Donc, contrairement à ce qu'on a pu croire au début de la réunion, le bilan n'est pas de zéro perte en vie humaine. Non, il y en a eu. Lorsqu'on ne retrouve pas un corps, on ne parle pas de mort, on parle d'un disparu. Il faut retrouver le corps pour parler d'un mort. Là, actuellement, malheureusement, il y a trois jeunes gens qui ont perdu la vie dans ces inondations. Une semaine après, la donne a changé. Malgré l'ampleur de la montée des eaux, il y a eu 0 mort, nous renseigne le gouverneur. Ceci en présence des ministres Jean-Claude Bointou et Jacqueline Kounabiseke notamment. Et pourtant, lors de la réunion de crise tenue le 21 juin, le maire de Douala 3, Théophile Job Kwabnan, faisait état d'un mort suite à ces inondations dans son arrondissement de contrôle. Il se dédiera plus tard, expliquant que le mort en question n'était autre qu'un malfrat victime de la justice populaire. Un volte-face qui pousse les autorités à soupirer du fait du bilan humain présenté comme vierge. Ceci en raison aussi du fait que les 3 enfants portés disparus à Makepe-Misoke et dont les familles avaient commencé le deuil ont été retrouvés dans un centre médical d'un quartier voisin. Ils ont été secourus par les jeunes volontaires du quartier Makepe-Misoke qui les ont sortis des eaux avant de les conduire dans ce centre de santé où ils ont de leur poche assuré les premiers soins. Les jeunes en question et l'infirmier en chef de ce centre médical ont reçu des enveloppes d'encouragement déduits des 20 millions de francs CFA octroyés par le chef de l'État en guise de participation à l'aide dans la lutte contre les inondations. Les parents de ces 3 enfants retrouvés ont eux aussi bénéficié d'une enveloppe issue de la même dotation présidentielle. Pour autant, l'opinion reste sceptique quant au véritable bilan humain de ces inondations à Douala. A précisé que depuis ces inondations, aucun corps n'a été présenté dans les zones sinistrées comme victimes des eaux. Il n'y a pas eu de victimes, fort heureusement, lors de ces inondations, mais les biologistes affirment que les populations victimes de ces inondations sont désormais exposées aux risques de maladies infectieuses et diarrhéiques telles que le choléra, l'hépatite A ou encore la fièvre jaune. Plus de précisions avec Warren Zede et Flavien Valondongo. S'il y a une autre catastrophe que pourrait connaître la ville de Douala après les inondations écoulées, c'est sans doute la résurgence des pathologies infectieuses. Vous avez par exemple des maladies comme les hépatites A, vous avez la typhoïde, le choléra. Ailleurs, on a vu d'autres maladies comme la leptospirose,
vous avez la fièvre jaune, par exemple. Donc, c'est assez grave. Les spécialistes des questions de santé qui le révèlent semblent s'appuyer sur l'état physique du sol de la capitale économique malmenée par les eaux sauvages. Douala, par exemple, est une ville où la nappe phréatique permet une transmission très poussée des germes bactériens. Cette nappe phréatique est propice à des infections et les puits que nous avons là, quand il y a inondation, vous pouvez comprendre qu'ils sont une source de contamination assez dangereuse. Parmi ces causes directes, il y a des causes indirectes suite au déluge survenu le week-end du 20 juin dernier à Douala. Les coupures d'énergie entraînent des problèmes au niveau de la chaîne de conservation des aliments. Et là, il faudra faire très attention. Donc, les intoxications alimentaires peuvent se multiplier à la suite des inondations. Si les pouvoirs publics se débinent de leurs responsabilités, la population elle-même peut prendre de l'avance en mettant des garde-fous. Donc, les eaux de pluie doivent être évitées. Il faut immédiatement accélérer les mesures d'hygiène, de salubrité et les désinfections avec des désinfectants appropriés. Il y a eu, à un moment donné, des épidémies de maladies bactériennes. On avait fortement déconseillé l'utilisation des eaux de pluie. Vous savez, l'eau est le moyen par lequel beaucoup d'infections arrivent à nos populations. L'enquête sanitaire engagée par une équipe de chercheurs en santé au lendemain des inondations survenues à Douala pourrait dévoiler des maladies bien plus graves. La prudence reste l'une des armes redoutables pour les populations de Douala et ses environs. Intéressons-nous à présent à cette aide que le chef de l'État, Paul Biya, a bien voulu apporter aux communes d'arrondissement de Douala, une aide diversement appréciée dans le cadre de la lutte contre les inondations. Si certains acteurs apprécient l'élan de solidarité du chef de l'État, d'autres par contre estiment que la véritable solution se trouve dans le parachèvement du processus de décentralisation au Cameroun. Éric Massian-Diomo pour plus de précisions. Le don en question est composé de brouettes, pelles, râteaux, paires de bottes et casques, entre autres. La délégation interministérielle et la commission de partage de cette dotation présidentielle a décidé de remettre non pas de l'argent liquide aux maires, mais plutôt du matériel de curage estimé à plusieurs millions de francs CFA. La mairie de Douala 3e, par exemple, s'en sort avec un bon d'un peu plus de 4 millions de francs CFA en matériel. Le geste présidentiel semble faire l'unanimité au regard de l'aspect solidarité. Non, je crois que le président a fait aujourd'hui vraiment un geste très souverain. Moi, je remercie déjà par rapport à cet acte. D'abord, j'aimerais dire que c'est un appoint citoyen appréciable qui va permettre de soulager durant une certaine période les populations victimes des inondations. Bien peu pour juguler le problème d'inondation dans la ville de Douala, la solution se trouvant ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose avec, vous êtes d'accord avec moi? De nombreux analystes politiques estiment que ce geste du chef de l'État cache mal le problème fondamental des communes d'arrondissement dans la gestion des problèmes tels les inondations. Il s'agit de l'absence de moyens financiers, tous les pouvoirs à ce niveau étant consacrés à la communauté urbaine, d'où l'appel au parachèvement du processus de décentralisation lancé il y a plusieurs années. Vivement que le président de la République, n'est-ce pas, saisisse cette occasion pour enclencher de façon plus dense et je dirais même définitive, n'est-ce pas, le processus de décentralisation qui est pourtant un concept inscrit dans la Constitution de 1996 et dont les premières lois datent de 2004. Il est tout à fait intéressant que nous accélérons plutôt le phénomène de la décentralisation et je peux me permettre de me réjouir que mardi prochain, le comité interministériel pour la décentralisation présidé par le Premier ministre va siéger à Yaoundé. Le matériel sera déchargé par les maires d'arrondissement dans un proche avenir. Donc quand bien même nous avons reçu les dons, il faut que les communes rapidement font des conseils extraordinaires pour recevoir ces dons-là parce qu'ils ne fonctionnent pas délibération. Sa première utilisation pourrait intervenir dans le cadre des travaux des jeunes durant les vacances qui consistent essentiellement au curage des caniveaux dans les différentes mairies d'arrondissement. Le financement par le chef de l'État de certaines sociétés en difficulté à travers des dotations spéciales soulève à nouveau la question de la bonne gouvernance quant à la gestion et même la provenance et même l'utilisation de ces fonds. Le Cameroun serait-il devenu un pays en situation extrêmement d'urgence qui fonctionne
à coup de perfusion. Voici l'analyse que nous propose Sam Sévérin Ango par rapport à cette interrogation. Pour venir en aide aux sinistrés de Douala et tenter de trouver quelques palliatifs au phénomène des inondations, un don d'une vingtaine de millions de francs CFA attribué au chef de l'État a été porté aux populations. Et parmi les bénéficiaires se trouvaient aussi les municipalités qui avaient besoin d'un appui en matériel logistique. Des solutions à la va-vite expérimentées au pied levé par une administration qui ne connaît pas la prévision et l'anticipation. Le Cameroun aujourd'hui fonctionne à coups de plans d'urgence et autres perfusions à répétition pour sauver des structures en agonie. Car récemment de Camerco, la compagnie qui vole bas, qui vient d'arracher à l'État la bagatelle de 35 milliards de francs. Autre société au bord de la faillite ayant nécessité une intervention express du président de la République, la Sodécoton qui devrait bénéficier à son tour de quelques 30 milliards. Par le passé, du reste, bien d'autres entreprises publiques et parapubliques ont connu des financements spéciaux sur simple décision de la présidence. Paul Biya, finalement maître de toutes les situations urgentes, comprenant aussi le sport où on a souvent procédé à des déblocages de fonds à titre exceptionnel, au profit des équipes nationales de football. Mais la question ne se pose pas toujours sur la provenance de cet argent dont le président se sert pour régler les dysfonctionnements liés au système de gouvernance. Aucune obligation de reddition de compte n'est même faite aux gestionnaires et l'on se retrouve fatalement dans une sorte de flou artistique qui empêche toute lisibilité sur le pilotage du grand appareil qu'est notre pays. Continuer de faire de la navigation à vue en injectant de l'argent frais aux entreprises malades jette plutôt les bases d'une gabégie au sommet de l'État en l'absence de toute traçabilité. Et dans ce contexte, toute entité en difficulté avec sa trésorerie trouvera le moyen d'espérer que le président agisse en toute magnanimité, même par dose homéopathique. En attendant, on est toujours sans nouvelles des résultats du dernier plan d'urgence mis en œuvre par l'exécutif. Eh bien, il sera question d'aménagement urbain et revenir plus précisément sur ces inondations dont certains quartiers ont été victimes dans la ville de Douala en deuxième partie de ce journal. Restons à Douala pour parler du marché de Ndokpassi qui a donc été détruit ce jour. Une action initiée par l'exécutif communal de Douala 3e qui souhaite ériger en ces lieux un marché beaucoup plus moderne. Oriol Choumi et Okwa Claude. Le marché de Ndokpassi avait, depuis plus d'une dizaine d'années, mauvaise allure. La plupart des bâtiments érigés ont été construits par des vendeurs. Aujourd'hui, il est question de le repenser, mieux de le reconstruire. Le marché est fait sur près de 9000 m² et nous avons décidé avec les commerçants de les recaser sur 4800 m² et commencer les travaux proprement dit sur 3780 m². Donc aujourd'hui là nous sommes en train de, depuis samedi on a fait la délimitation de ces 4800 m² et ils ont donc commencé ce matin donc à déblayer pour pouvoir aménager pour que les commerçants puissent commencer les travaux très rapidement. Pour les vendeurs, c'est une mesure salutaire, surtout quand on sait que le marché a tout le temps été vulnérable face à des intempéries. Je suis très fier pour qu'on casse les boutiques, pour nous enlever dans la boue et dans l'eau, pour qu'on nous fasse un marché moderne. Le marché était très boueux. En saison pluvieuse, on ne parvenait même pas à circuler dans ce marché. Et quand il pleuvait, il remontait au moins à 1,50 m. Les gens ont dû perdre même leurs marchandises depuis quelques années. Et c'était la bienvenue, le projet de construction du marché. À côté d'eux, certains redoutent une nouvelle action qui sera laissée sans suite. Aneskam est venu ici au marché, nous dit qu'il devait recaser les gens. Ils ont cassé le marché. En 2003, J. Capito, avec le concours de M. Fadil, est venu nous dire que les commerçants de Ndokpassi sont sortis dans la souffrance. Nous, on a accepté. Ils nous ont dit de contribuer, j'y vais à l'appui. Avec J. Capito, dans le reçu donné par le JIC qui devait construire ce marché, nous on était fiers en tant que commerçants du marché de Ndokpassi. On a payé tous ces fonds-là pour le terrassement du marché, à participer pour la construction du marché de Ndokpassi. On a lancé les travaux jusqu'en 2005. On a arrêté les travaux. Nous voici en 2015. On revient nous dire qu'on va encore refaire le marché de Ndokpassi. C'est bien beau. Nous on ne refuse pas. Mais est-ce que tous les gens, tout le temps, toutes les années, ça doit partir en répétition comme ça? Si réellement le maire peut faire construire le marché et que normalement les commerçants qui étaient d'abord sur le terrain
soit d'abord recasé. Vraiment, c'est que c'est une bonne chose. On n'est pas contre du fait qu'on casse. Mais qu'on casse et qu'on reconnaît les anciens commerçants qui sont sur le marché. Certains observateurs croient savoir qu'il n'y aura plus jamais de marché à cet endroit. Ils renseignent que le site qui abritera le marché moderne de Ndokpassi est situé à la zone de recasement. Eh bien, ce marché dit de Ndokpassi présente un piètre visage. Le tiers des commerces jonche la voie publique, un acte préjudiciable d'ailleurs sur le bon déroulement des travaux actuellement en cours sur la pénétrante est de la ville de Douala. Retrouvons une fois de plus Okwa Claude et Oriol Choumi. Difficile de croire qu'on est ici sur une route en chantier. Le commerce des vivres a pris une telle ampleur des plus étonnantes de ces dernières années. Les vêtements aussi ne sont pas en reste. Imaginez qu'un seul instant, un engin perde les freins ou bien qu'un engin tombe. Combien de morts ça va faire? Et on va encore dire que les populations sont mortes. Pourtant, il y a près de 50 mètres de distance entre la chaussée et l'actuel marché. Par ces temps de vacances, c'est un monde fou qui grouille ici. Que les parents permettent aux enfants de quitter la route et que les parents eux-mêmes donnent l'exemple en eux-mêmes quittant la route pour permettre que les travaux se passent normalement. Et parce que nous sommes sûrs qu'à la fin de ces travaux, ils seront les premiers à se vanter pour dire qu'enfin, nous sommes sortis de la boue. Selon des employés de l'entreprise en charge des travaux, le travail est véritablement affecté au quotidien et ralentit un peu plus. Une situation préjudiciable selon eux qui pourrait entraîner le non-respect des délais arrêtés. Pour ces commerçants qui occupent l'emprise de la voie publique, c'est juste l'occasion qui fait le larron. Si on nous dit de quitter, on va partir parce que nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas dans le marché, nous lance une vendeuse de tubercules. Le marché est saturé, il n'y a plus de place dedans, vous voulez qu'on aille où? Avance une autre. Vraiment, de grâce, qu'il libère la voie publique. Le préfet du Bouré multiplie les efforts pratiquement toutes les semaines avec des communiqués. La mairie passe des communiqués, fait des descentes sur le terrain comme ce que vous êtes en train de pouvoir faire à cet instant pour demander à la population de libérer la chaussée au plus maximum. Au cours de la dernière réunion de la cellule régionale de coordination des infrastructures routières dans la ville de Douala, le gouverneur Joseph Betty Assomo avait instruit le préfet du Vouri de dégager ses commerces, de même qu'à Sodiko du côté de Bonabéry. De sources bien introduites, on apprend que Paul Nassiri Béa lance une nouvelle opération coup de poing dans les tout prochains jours. Rendons-nous à présent dans la ville de Tombel. Nous sommes là dans le département du Coupé Manengumba, région du sud-ouest au Cameroun, où l'absence d'une station-service favorise la vente illicite du carburant frelaté, une situation qui, d'après ces populations, les expose à des menaces d'incendie. C'est dans ce reportage de Jacquino Molon et Julingué. Ce n'est pas qu'un liquide ordinaire qui se trouve dans ces bouteilles, bidons et autres récipients. Il s'agit du carburant frelaté, dont la vente illicite tend à prendre corps dans l'arrondissement de Tombel, région du sud-ouest. La ville est sous la menace permanente des flammes. Ces commerçants ont fait de cette activité leur principale source de revenus. Le phénomène perdure depuis plusieurs années. Nous souffrons trop ici à Tombel pour le problème de carburant. Raison de manque de stations de carburant. Raison pour laquelle, si vous marchez, vous allez voir partout les petits points de vente de carburant dans les litres. C'est ça qui nous ravitaille, mais auquel nous on ne connaît pas la provenance. Les populations, bien que conscientes des dangers auxquels elles s'exposent, disent ne pas avoir le choix. D'ailleurs, elles relèvent l'absence remarquable d'une station-service dans cette localité pour ravitailler les automobilistes. C'est pour pallier à ce déficit qu'elles persévèrent dans cette activité. Vous allez constater que tous les petits points de vente là, ça met la ville dans un grand risque des incendies et tout le consort. D'un moment à l'autre, vous pouvez comprendre qu'il y a fait par là, il y a fait par-ci, à cause de ces petits points de vente qui causent les incendies partout. On y consomme, on se débrouille avec comme ça. Oui. La ville de Tombel est pourtant dotée de toutes les structures administratives. On peut citer entre autres une base militaire, une brigade, un commissariat, mais chose curieuse, aucune station-service. Un fait dû en partie au mauvais état de la route dans cette zone, qui dispose d'une carrière de pouzzolane. Les populations désemparées
Appel à la vigilance des pouvoirs publics avant que le pire ne se produise. De Tombelle, nous nous rendons à Ndjombe où les conducteurs d'automobiles boudent la gare routière. Ceci parle de la distance qui sépare cette gare routière au centre-ville. Les transporteurs disent également que cet espace n'est pas encore assez aménagé pour pouvoir accueillir les passagers ainsi que les automobiles. C'est dans ce reportage d'Albertine Bidjaga. L'accident survenu ce samedi à Ndjombe-Penja vient remettre à jour le problème de la gare routière dans cette localité. Un motocycliste transportant 2 personnes a failli être écrasé par un bus d'une agence de voyage de la place. De l'avis des témoins, tout est parti d'un manque de vigilance de la part du conducteur de la moto. Le basculeur, à l'instant, lui, il a pris un virage sans toutefois s'assurer s'il y avait un véhicule qui le suivait par derrière. Malheureusement, il y avait un gros cross-terre. S'il n'était la vigilance même du chauffeur, aujourd'hui, à cette heure que je parle, il serait déjà mort. Cet incident remet à l'ordre du jour les problèmes liés au chargement des voitures de transport à la gare routière de Ndjombe. Ici, les chargements et déchargements se font en bordure de route. Bon, on ne charge pas à la gare routière parce qu'elle est éloignée et puis il n'y a pas de lumière à la gare routière. Il y a risque d'agression de décharger les passagers dans la nuit. Pourquoi on préfère décharger en plein centre-ville comme ça? Nous refusons de garer là-bas la nouvelle gare routière là parce que l'emplacement d'abord n'est pas bon et de deux c'est trop loin de la ville. Quand on dépose les passagers se plaignent. Cette situation qui met en danger les populations agace au plus haut point la mairie de la ville. La gare routière de Ndjombe, la population a quelquefois éprouvé de la difficulté à y accéder. Mais le véritable problème aujourd'hui, il faudrait que nous l'aménagions d'abord. Il faut mettre de l'électricité, il faut mettre de l'eau. Le maire de Ndjombe-Penja ajoute que la commune perdrait plus si ce parc n'est pas viabilisé. Nous avons le devoir de sensibiliser les gens pour que cette gare soit utilisée. Et ça sera pour le bien de nous tous, parce que ça va régénérer aussi de l'argent pour la commune. En attendant que la situation soit résolue, les populations de Ndjombe-Penja restent toujours exposées aux accidents comme celui survenu ce samedi. Relation bilatérale, le président français a annoncé au Cameroun dans quelques jours. Le contexte de cette visite officielle de François Hollande suscite beaucoup d'interrogations. Je vous propose d'ailleurs cette lecture d'un expert en relations internationales. C'est dans ce reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. Ce message de la liberté. À quelques jours de la visite officielle du chef de l'État français, François Hollande au Cameroun, le contexte de ce déplacement est au centre de toutes les attentions de l'opinion. Tout d'abord, les interrogations tournent autour de l'état de la relation Cameroun-France aujourd'hui. La relation entre la France et le Cameroun est une relation d'amitié, est une relation sincère. Elle a des hauts, elle a des bas, mais c'est une relation surtout qui tire ses racines dans l'histoire. Que c'est ici, au Cameroun, à Douala notamment, que le colonel Leclerc, à l'époque, a rencontré le général de Gaulle et lui a présenté les troupes qui étaient prêtes pour aller libérer la France. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas dans une relation entre deux pays. Dans la foulée, le débat fait rage ces jours-ci sur la durée de la visite de François Hollande, qui serait le signe que Paul Biya n'a plus la côte à Paris. Polémique sur le temps de la visite est quelque chose qu'il faudrait évacuer très vite. Le président Biya est élu démocratiquement. Si on lui rend visite, le temps qu'on consacre à son pays n'est pas une donnée qu'il faut interpréter à travers du mépris ou non. Les visites diplomatiques, aujourd'hui, nous sommes dans un temps global. Elles se déroulent comme elles se déroulent. Le plus important, c'est la relation, les fruits qu'elle porte. Puis, il y a la grande affaire Boko Haram, avec une thèse largement répandue qui soutient l'idée d'une rébellion interne soutenue en sous-main par Paris. Déclaration des officiels français tendent plutôt à condamner Boko Haram comme étant une secte barbare. Je me rappelle encore les propos du ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian qui disait que Boko Haram n'est plus simplement une secte, c'est toute une armée et qu'il faut la combattre avec la plus grande sévérité. Le problème dans la relation franco-camerounaise serait donc celui d'une défiance de l'opinion vis-à-vis de Paris, sans que pour autant cela dénature le lien entre les deux pays. Puis les relations entre la France et le Cameroun sont au beau fixe.
On peut, en écoutant un peu les médias par-ci par-là, dans Yaoundé, à Douala, noter une forme de défiance au sein de l'opinion vis-à-vis de la France. Il y a eu des gestes qui ont été posés, qui, de mon point de vue, sont des gestes malheureux. Le vieux couple franco-camerounais a donc encore des beaux jours devant lui, au-delà des violentes secousses qui le traversent souvent. Comment apporter les secours aux victimes de guerre? La question au centre des débats du 11e congrès de la Société internationale de droit militaire et droit de la guerre qui se tient du côté de Yaoundé. Le compte rendu d'Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Un manuel de procédure sur le droit militaire et le droit de la guerre est en gestation à Yaoundé. À l'école militaire de guerre dans la capitale camerounaise, une cinquantaine de hauts gradés des armées de différents pays d'Afrique et d'Europe cogitent sur la forme que prendra le manuel sur le droit international applicable aux opérations de la paix. C'est une réunion d'experts pour discuter des expériences en matière des opérations de paix pour contribuer à un manuel qui devrait faciliter la formation et la préparation donc, des opérations de paix. Plus concrètement, le document qui sortira des fonds baptismaux à Yaoundé servira désormais de boussole en matière de prise en charge des victimes de guerre. Entre autres, donc, le thème de la protection des civils pendant les opérations de paix, de dédommagement par la force internationale dans le cadre de certaines choses, des accidents par exemple. Sur recommandation des Nations Unies, c'est un document de référence à valeur universelle qui est en préparation. Les experts affirment que le choix du Cameroun pour abriter le 11e congrès de la Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre est dicté par l'engagement du pays sur divers fronts de guerre en ce moment. Cette note d'information pour ouvrir la page étrangère de ce journal, le Tchad a une fois de plus été victime d'une attaque meurtrière. Il faut dire que l'explosion d'une grenade a fait 11 morts, parmi lesquels 5 policiers, 1 civil et 5 kamikazes. C'était en N'Djamena, la capitale. Selon des sources, le drame est survenu dans un contrôle effectué par les hommes en tenue dans les quartiers et domiciles suspects. Il faut dire que cette autre attaque survient quelques jours seulement après que N'Djamena ait expulsé de son territoire un peu plus de 300 Camerounais en situation irrégulière. Au Burundi, ce 29 juin était jour des élections législatives et municipales. Journée également tendue puisque l'opposition a décidé de boycotter ces élections tout en réclamant le départ du président Pierre Nkurunziza, candidat à un 3e mandat. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Sur ces visages se lit l'inquiétude. Malgré le contexte tendu, ces Burundais sont tout de même venus voter. 3 800 000 électeurs appelés aux urnes dans tout le pays, bravant le boycott de l'opposition et l'appel à reporter ces élections par l'Union européenne et l'Union africaine. Je suis venu voter parce que c'est mon droit, comme Burundais, tant que d'autres. J'ai plus de 50 ans, alors les rumeurs étaient là depuis longtemps, mais on a toujours voté. Malgré les rumeurs, il y a ceux qui restent à la maison, il y a ceux qui viennent, alors je n'ai pas peur. Peu avant 9 h ce matin, une déflagration a retenti dans le quartier contestataire de Musaga, à Bujumbura. Aucune victime à déplorer, mais la peur gagne certains Burundais. Ces électeurs, par exemple, s'empressent d'effacer les traces de leur vote par crainte de représailles. Je lave mon doigt parce que je ne veux pas qu'on sache que j'ai voté dans mon quartier. Là-bas, c'est dangereux. En mai dernier, un important mouvement de contestation touchait le Burundi. Une colère provoquée par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé sur le plan constitutionnel. L'élection, qui aura lieu dans 2 semaines, est contestée au sein même du parti présidentiel. Le président de l'Assemblée nationale, numéro 2 de l'État, a fait part de son opposition à cette candidature de Bruxelles, là où il se trouve en exil. Depuis le début des violences, plus de 120 000 personnes ont fui le pays. Et puis, il faut dire qu'à la suite à l'attaque terroriste survenue vendredi dernier à Sousse, en Tunisie, de nombreux touristes étrangers ont annulé leur séjour dans ce pays. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV. La paix de vacances familiales a été brisée. Les touristes paniqués veulent rentrer chez eux le plus tôt possible. Mais pas tous n'y sont parvenus.
Je veux juste savoir, est-ce que vous comprenez vraiment? Parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous dans cette pièce qui étaient sur la place quand la fusillade a débuté hier et nous avons dû courir pour sauver nos vies. Si ces commerçants ne nous avaient pas cachés ici, nous serions morts. Nous tentons de nous aider les uns les autres. Nous avons dû dire à notre fille qu'il s'agissait de feux d'artifice et pas de tirs d'armes à feu. Elle est pétrifiée. Les tours opérateurs se démènent à trouver des vols supplémentaires. TUI avait 6400 clients en Tunisie au moment de l'attaque. Samedi, 1000 avaient déjà quitté le pays. Et les gouvernements européens ont de nouveau promis d'apporter davantage de soutien à la Tunisie. Les tentatives d'éloigner la Tunisie de cette voie courageuse de lutter contre le terrorisme en menant des attaques comme à Sousse ou au musée du Bardo ne seront pas et ne devront jamais réussir. La Tunisie a notre soutien total dans la lutte contre le terrorisme et cela s'applique également au combat de la Tunisie pour son avenir économique et démocratique. Mais des images comme celle-ci ont envoyé un message qui pourrait saper la force vitale d'une économie fragile. 15% du PIB de la Tunisie vient du tourisme et d'Europe en majorité. Il est difficile d'imaginer que beaucoup voudront se rendre sur place désormais, ce qui met une plus forte pression sur la communauté internationale pour accroître son support, qui jusqu'à présent n'a pas suffi à faire cesser. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la deuxième partie de ce journal. Nous allons parler d'aménagement urbain en revenant plus précisément sur les inondations dont a été victime la ville de Douala il y a plusieurs jours avec notre invité. Eh bien, pour parler de cette question, nous recevons Dieudonné Kameni Djoute, polytechnicien et expert également en industriel. Bonsoir. Bonsoir, Etienne. Alors, la ville de Douala est-elle condamnée à vivre ces événements que l'on a vécus il y a une semaine? Il s'agit de plusieurs quartiers engloutis par les eaux. Qu'est-ce qui explique cette situation d'après vous? Ce qui explique cette inondation, c'est le fait que on n'a pas pu réaliser le schéma directeur d'aménagement de 1982 qui prévoyait qu'en 2000, il n'y aurait plus de quartiers inondés à Douala. Pourtant, on a assisté, il y a eu plus de 3 membres du gouvernement qui étaient dans la capitale économique, qui au terme de cette visite, de cette descente, dans certains de ces quartiers victimes des inondations, il a été clairement dit qu'il fallait le curage des drains et les caniveaux pour qu'on ne vive plus pareille situation. Est-ce que c'est la solution idoine d'après vous? Alors, ce n'est pas tellement la solution actuelle, parce que ce qu'on est en train de faire, les 3 membres du gouvernement qui sont venus, ils sont venus constater, ils ne sont pas venus porter une solution. Parce que les solutions qu'on propose là, c'est tout juste l'approche humaine. Mais le problème d'inondation demeure. On cherche à sauvegarder les vies humaines, mais on ne cherche pas à résoudre le problème d'inondation. Parce que lorsqu'on va détruire les habitations dans les lits des rigoles, il restera toujours le remblai qu'on a effectué, donc on n'aura résolu aucun problème. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un plan d'urbanisme qui n'a pas été respecté à la base. Alors, est-ce qu'on peut revenir en quelques mots ce que prévoyait ce plan pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans la capitale économique? Oui, effectivement, on avait commencé après l'établissement de ce plan en 1982. On avait démarré par les zones d'Aqua Bali, c'est-à-dire en coulant complètement les caniveaux pour orienter les eaux, si bien qu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de manque d'entretien des voiries, il ne devait plus avoir inondation dans les zones Aqua Bali. Donc il fallait faire les mêmes efforts depuis 1982 si on avait suivi ce que l'entreprise brésilienne Andrade Gutierrez avait fait. Vous remarquez par exemple que au cimetière devant la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, il ne peut pas y avoir une inondation à ce niveau-là parce que les drains ont été bâtis et l'eau circule normalement.
Donc les bassins les bassins qu'on appelle bassin de Besséké est complètement aménagé. Il suffit d'un peu d'entretien et qu'on n'a plus d'inondation. Regardez par exemple la zone d'Aqua, que ce soit la rue Mermoz, que ce soit la zone des cages. Vous verrez qu'à partir du moment où on a engagé les enfants en occupation temporaire pour curer tous ces caniveaux, les inondations parfois restent autour de 10 minutes, tout juste par rapport à la vitesse d'écoulement des eaux. Alors qu'est-ce qui fait de la ville de Douala une ville assez spéciale? Parce que il pleut partout au Cameroun, mais on note cette résurgence d'inondations dans la capitale économique. Pourquoi est-ce que la ville de Douala semble être différente de toutes les autres villes du Cameroun? Oui, la ville de Douala est une ville plate au niveau de la mer. Vous savez que l'océan est à 24 km de Douala et que toute la superficie de Douala, partie sud, est complètement plat. Et on a des bassins versants, au moins une dizaine de bassins versants en direction du fleuve Vouri. Bon, c'est bien que la vitesse, le débit d'eau est relativement faible. Et quand le débit d'eau est faible, avec la pluviométrie galopante, il y a de fortes chances qu'il y ait élévation du niveau d'eau un peu partout dans la zone. Et après la pluie, l'eau s'écoule rapidement. Vous verrez même que dans les zones de Pépanda, au bout de 3-4 heures du temps, les eaux s'étaient retirées. D'accord. Bon, maintenant, parlons à présent de ce plan de développement d'urbanisme annoncé depuis plusieurs années et qui devrait changer carrément la physionomie de la ville de Douala à l'horizon 2025. Oui. Vous trouvez que ce projet pourrait être réalisable? Non. Oh, c'est trop demander que de dire que dans 10 ans, parce que quand vous parlez de 2025, nous sommes en 2015. Donc dans 10 ans, qu'on résolve ce problème, c'est chimérique. Parce qu'en 1982, où nous avons élaboré ce schéma directeur de la ville de Douala, on prévoyait qu'en 2000, toute la ville serait sécurisée. Ce document, sécurisée. vous nous dites, il a été réalisé en quelle année? En octobre 2000, octobre-novembre 1982, alors qui avait donné séquentiellement, c'est-à-dire la première phase de développement devait avoir lieu en 1990 et la deuxième phase en 2000. Donc en 2000, le problème d'inondation au niveau du drainage devait être résolu. Donc ça fait 33 ans aujourd'hui et seuls Aqua et Bali ont été résolus du point de vue drainage. Donc dire que le Kondi, le Besséké seront résolus dans 10 ans, c'est trop dire, ça allait très vite en besogne. Bon, au-delà, nous allons sortir par là avec quelques solutions. En dehors donc du curage des drains et alors, ou encore des caniveaux, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon urgente pour que forcément on ne vive plus les images assez terribles des quartiers de Douala pratiquement engloutis par les eaux? Oui, les solutions urgentes et faciles à faire, moins chères, serait de débarrasser ces cours d'eau des objets, des ordures, de tout ce qu'on balance à travers les eaux et de discipliner la population, demander à la population de se discipliner un peu pour ne pas balancer dans les rigoles tous les déchets. Parce que vous savez que quand les déchets viennent s'agglutiner quelque part, ça freine l'écoulement de l'eau, donc le débit devient faible et l'eau s'accumule et après ça remonte en amont. Merci Dieudonné Kameni Djouteux, il faut dire que vous êtes polytechnicien, expert industriel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Retrouvez juste après 100% foot une présentation de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Sylvestre et ses invités vont donc revenir sur l'actualité footballistique sur le plan local et même international. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsque c'est la 20h. Bonsoir. Non, c'est bon.